Ok, alors c'est parti. Aujourd'hui, l'atelier il est dédié justement aux entrepreneurs comme vous qui stagnent. Qui stagne aujourd'hui? Karine, Béatrice, oui. Karine, oui. Non. Tu dirais quoi? Et Mel, si c'est bien toi. Bonjour, désolé, je ne mets pas le micro. Ok. Eh ben, réponds dans le chat. Parfait, Mel. Voilà, super. Ok. Moi, j'ai ça à côté. Eh ben, c'est parti. Alors, tu sais et tu ne le fais pas. Tu sais qu'il faudrait te montrer davantage. Tu sais potentiellement qu'il faut parler. Ah, je vais admettre d'autres personnes qui arrivent. Tu sais qu'il faudrait parler avec de nouveaux prospects potentiellement. Tu sais qu'il faudrait proposer ton offre. Tu sais qu'il faudrait augmenter potentiellement tes tarifs. Hello Cécile, bienvenue. Tu rejoins le wagon en cours de route. Hello Véro aussi qui arrive. Super. Tu sais qu'il faudrait vendre, vendre, vendre aujourd'hui encore plus et pourtant tu ne le fais pas. Si tu es dans cette situation, c'est peut-être que tu es sous l'emprise de mécanismes d'auto-sabotage. Et c'est ça qu'on va découvrir aujourd'hui. Et donc, c'est ce qui te pousse peut-être aujourd'hui à travailler beaucoup sans obtenir forcément tous les résultats que tu souhaites. C'est-à-dire que tu manques peut-être de clients aujourd'hui. Et quand je parle de clients, je parle des clients de cœur, des clients idéaux, ceux que tu aimerais vraiment accompagner ou ceux pour qui tu aimerais faire de la prestation de service, ceux qui t'animent, ceux qui t'inspirent, ceux qui sont prêts à payer pour ce que tu peux proposer. Peut-être que tu as des tarifs qui sont aussi trop bas, peut-être par rapport à tes concurrents, difficulté par rapport à ça. Peut-être que tu as le sentiment de plafonner aussi dans ton business, le sentiment que tu ne peux pas aller plus haut. Peut-être que tu as trop de clients, on va dire, et que tu sais, justement, tu te sens bloqué au niveau de ton temps, etc. Bah, c'est pareil. On peut être sujet à des mécanismes d'auto-sabotage par rapport à ça. Et peut-être qu'à force, tu perds confiance en toi, tu perds de la motivation, tu perds même de la clarté par rapport à tout ça. Et donc, peut-être qu'aujourd'hui, tu aspires justement à l'inverse, à être 100% aligné dans ton business, à vivre pleinement de ton activité, à la développer, à relancer ta croissance si tu sens que tu es dans une phase de stagnation et à être épanoui dans tous les domaines de ta vie, au-delà même du côté business. Eh ben, aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, ça va être quatre grandes phases. La première, ça va être les 4 leviers de croissance qui sont communs à toutes les entreprises et comment est-ce que toi, tu peux les utiliser dans ton business. Ensuite, on va parler de la recette du succès en tant que tel. Ensuite, on va aborder les 8 mécanismes d'auto-sabotage. Et là, je vais t'inviter à répondre dans le chat. On va être hyper interactif pour que tu me dises si ça te ressemble ou pas, comment tu perçois les choses. Et ensuite, on parlera de la clé pour les désamorcer et croître. Ok, ça vous botte déjà? Partante? Béatrice, Karine, yes? Cool. Je vérifie le chat. Il y a des gens dans le chat. Super. Personne n'est arrivé en plus. Ok, on continue. Ok, qui suis-je? Juste pour les personnes qui ne me connaissent pas, du coup, je suis Simon Bance et j'aimerais me présenter d'une manière spécifique. Je vais vous parler des shifts identitaires que j'ai fait, on va dire, dans ma vie. Et je pense qu'il y en a encore d'autres que j'ai pas forcément abordés ici. Mais le premier, ça a été d'être devenu financièrement stable. C'est-à-dire que je viens d'une famille, on va dire, qui était plutôt défavorisée en termes d'argent à la maison. Ça a toujours été un sujet. On a toujours été dans des HLM, etc. Et c'était comme si c'était impossible de sortir de cette situation quand j'étais petit. On mettait l'argent sur un espèce de piédestal. Ça a été un sujet de conflit dans ma famille, chez mes proches, à plein de niveaux. Et j'ai réussi à m'extirper de cette situation d'un côté salarial en faisant des études, en allant travailler pendant les étés, etc. Mais il a fallu que je devienne une autre personne que celle dans lequel, enfin, celle duquel, comment dire, une autre personne par rapport à l'environnement dans lequel j'étais pour pouvoir justement passer un cap financier, même si c'était d'un côté salarial. Ça a été mon premier shift. Deuxième shift, ça a été la reconversion de passer de salarié à coach praticien en PNL en 2021. C'était l'époque du Covid. Je me suis rendu compte que les gens dans ma famille, mes proches, beaucoup de gens sur qui comptaient pour moi, du coup, étaient touchés par la situation. Rupture amoureuse, rupture dans le travail, dépression, des gens qui étaient pas bien. Et je me suis dit, je veux aider ces personnes-là parce que c'est ça qui avait du sens pour moi, alors que mon travail commençait à péricliter en termes de sens pour moi. J'avais pas assez d'impact dans la vie des personnes et j'ai voulu faire cette transition. Et donc, pareil, cette fois, il a fallu que j'opère un nouveau shift, une reconversion totale, une perte de repères, quitter qui on était dans le salariat, tous nos repères, tous nos amis, toute notre identité,
pour devenir 100% praticien en PNL, accompagner des gens à être épanouis dans leur vie, construire ce qui leur correspond par rapport à ça. Ensuite, j'ai opéré un nouveau shift. Une fois que je suis allé dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que devenir praticien en PNL, ça suffit pas à obtenir des clients, et vous le savez si vous êtes là. Et donc, il a fallu que je devienne, au-delà d'être coach ou d'être thérapeute, d'être entrepreneur. Affirmer cette identité, assumer qu'est-ce que ça veut dire de nous et quelles sont les actions qu'il y a besoin de mener pour pouvoir développer cette activité qui est un métier à part entière, en fait. Ça a été un nouveau shift. Et le quatrième shift, c'est celui de tout quitter pour aller vivre à l'étranger en 2025. Pareil, perte de repères, pouvoir travailler en ligne, 100% en ligne, plus en physique du tout, reconstruire, rebâtir toute une nouvelle vie par rapport à ça. Et aujourd'hui, je suis revenu en France et je continue de voyager, mais c'est le modèle que je m'étais construit avec cette notion de vouloir les trois libertés. Liberté financière, liberté temporelle dans le sens faire ce qu'on veut de notre vie et pas ne rien faire, et liberté géographique, pouvoir bosser d'où on veut. Ça, c'est mon credo, c'est ce que j'aime et c'est ça que j'avais construit. Aujourd'hui, je suis aussi coach mindset chez Rocket CEO qui accompagne les chefs d'entreprise qui génèrent entre 50 000 et 500 000 euros de CA à l'année à croître sans se cramer. Là, on fait partie de toute une équipe. Et aujourd'hui, je vous propose de vous aider à opérer votre prochain shift identitaire. Vous êtes là pour ça, c'est pour ça qu'on fait cet atelier aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'en suis à plus de 250 entrepreneurs accompagnés à ce jour. Et ça continue, et plus on avance, plus il y a d'impact. Et ça, j'adore. OK, passons maintenant aux leviers de croissance. Selon moi, il y a 4 leviers de croissance les plus importants pour développer votre entreprise. Le premier, ça va être d'obtenir plus de clients. Ça, c'est ce à quoi tout le monde pense dès le début. On se dit, allez, on va chercher plus de clients. Une fois qu'on a plus de clients, forcément, ça amène de la croissance. Mais c'est pas le seul levier qu'on peut utiliser pour faire grandir l'entreprise. On peut aussi faire payer les gens plus souvent, c'est-à-dire augmenter la fréquence d'achat. En fonction de votre business, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. Par exemple, si vous avez une offre et que vous proposez par exemple un upsell, c'est-à-dire une offre supplémentaire, vous pouvez augmenter, on va dire, le panier moyen que chacun de vos clients va payer par rapport à ça, dans le même temps. Donc, ça veut dire la fréquence. Je vous donne un exemple. J'ai accompagné une personne qui était éducateur spécialisé, qui proposait des séances d'accompagnement, des séances adaptées. Et ben, au lieu de faire une séance par 2 semaines, il faisait une séance par semaine, puis après, il a fait 2 séances par semaine. Et ben, en augmentant sa fréquence, il a augmenté son chiffre d'affaires, il a obtenu beaucoup plus de croissance. Donc, c'est un levier que vous pouvez aussi utiliser dans votre entreprise pour pouvoir passer ce plafond peut-être que vous avez l'impression de ressentir. Le troisième point, ça va être de vendre plus cher, d'augmenter vos tarifs. Et donc là, derrière ça, il y a peut-être une notion de valeur de ce que vous pouvez proposer, il y a une notion de marché dans lequel vous vous intégrez aussi, mais surtout sur le positionnement sur votre client idéal. Plus vous êtes spécifique, plus vous êtes précis, plus vous pouvez vendre cher ce que vous pouvez proposer. Et bien sûr, la façon dont vous vendez change tout. Si vous proposez, si vous vendez, on va dire, une séance d'accompagnement, un pack de séances, etc., ben en fait, vous proposez pas une transformation réelle. Et donc, c'est difficile de montrer la valeur de ce que vous pouvez proposer. Mais si vous êtes une référence dans votre domaine, si ce que vous proposez, c'est une vraie transformation pour les gens, que vous soyez dans la prestation de service ou dans l'accompagnement, eh ben, vous pouvez vendre un tarif plus cher. Par contre, ça demande de switcher de perspective, de changer d'identité, de vous autoriser à aller proposer des tarifs supérieurs. Mais en tout cas, c'est un super levier de croissance. Et la plupart des gens que je rencontre qui ne vivent pas de leur activité, qui ont du mal ou qui sont dans le déclin, c'est parce qu'ils vendent juste pas assez cher. Donc, c'est un sujet primordial, ce troisième pilier. Quatrième pilier, c'est de fidéliser votre clientèle, de faire en sorte que vos clients puissent racheter chez vous au fur et à mesure de leur avancement dans leur vie. Exemple, vous faites un accompagnement avec une personne qui passe d'un point A à un point B. Et ben potentiellement, il a déjà confiance avec vous d'être à passer du point A au point B. Qu'est-ce qui vous empêche de créer un accompagnement qui le permet de passer du point B au point C, qui serait un nouveau niveau, un nouvel objectif? Et comme il y a déjà la confiance qui est instaurée, il a juste à racheter chez vous et vous allez augmenter votre panier moyen aussi. Donc, vous allez augmenter votre CA et donc, c'est un levier de croissance. Vous voyez, spontanément, quand je vous partage les 4 leviers, lequel est-ce que vous avez envie d'appliquer là, maintenant, aujourd'hui? Enfin, lequel aurait le plus fort impact dans votre entreprise là, maintenant? Dites-le moi dans le chat. Est-ce que ce serait plutôt avoir plus de clients? Est-ce que ce serait de le faire payer plus souvent? Est-ce que ce serait de augmenter vos tarifs? Est-ce que ce serait de regarder la lifetime value, donc
les faire payer plus longtemps en fidélisant? Dites-moi. Un, deux, trois ou quatre. Peut-être que ça peut être un mix de plusieurs aussi. Un pour Béatrice, augmenter mes tarifs et fidéliser. OK, donc plutôt 3, 4 pour toi, Karine. Cécile, un et 4, plus de clients, plus longtemps. OK, donc tu estimes que tu es au bon tarif. Mélanie, plus longtemps, plus de clients, un et 4 aussi. OK. Zied, plutôt un, plus de clients. OK. Véro, un et 3, plus de clients, plus cher. Top. OK. En tout cas, il y a de la valeur ajoutée dans chacun des éléments. Il faut quand même faire attention, je mets un point d'honneur à expliquer ça. Ne vous dispersez pas. N'essayez pas de vendre plus souvent si c'est pas une offre principale, si vous voulez créer quelque chose, un upsell, etc., que ça vous prend du temps, que ça vous éloigne de votre zone de génie. C'est pas le bon plan. Pareil sur le côté plus longtemps. Attention, si jamais vous voulez créer une deuxième offre, etc., la façon dont vous allez la commercialiser, ça peut vite vous perdre, vous pouvez vite vous disperser. Donc attention à bien rester focus dans votre zone de génie et déployer les leviers qui vous correspondent. Des fois, ça peut être hyper efficace, mais des fois, ça peut être un piège. OK, donc voici finalement la formule magique de la croissance. C'est votre chiffre d'affaires correspond à votre client, mais ça peut être multiplié par la fréquence d'achat, multiplié par le tarif, dans le sens où si vous augmentez ça, ça augmente votre CA, multiplié par la durée de proximité, on va dire, avec votre client. OK, maintenant que vous avez ça, on va parler de la recette du succès. La recette du succès, selon moi, il y a plusieurs ingrédients. Il y en a 4 et un ingrédient secret. Ceux qui étaient là pour le live avec Camille ont déjà eu un aperçu de ces éléments-là. En tout cas, ce que j'aime dire, le premier ingrédient, c'est l'alignement. Nos rêves existent pour être réalisés. C'est-à-dire que quand on est aligné dans notre vie, c'est là que tout se réalise, tout s'aligne, tout fonctionne, on déploie de l'énergie. En fait, la vraie richesse déjà, au-delà de ce que ça nous apporte, il y a une notion de pourquoi on fait ce qu'on fait dans l'entrepreneuriat en tant que tel, et il faut se reconnecter à ça constamment. Et c'est ce qui amène un alignement. Souvent, quand on est trop dans le faire, trop en train de vouloir avoir des clients, etc., on peut des fois se déconnecter de notre alignement, essayer d'utiliser des stratégies qui nous correspondent pas forcément, des méthodes qui sont pas les meilleures pour nous, etc., et se désaligner. Plus on se désaligne, plus ça va être difficile d'avancer, on va se forcer, et c'est pas du tout forcément ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est se reconnecter à nos rêves, à notre ambition, à ce qu'il y a à l'intérieur de nous, allumer ce fuel qu'on a à l'intérieur, c'est vraiment notre carburant, en fait, ce feu intérieur, en fait. Et derrière, c'est garder l'alignement dans tous les niveaux parce que c'est ce qui nous empêche d'être dans des conflits internes. Quand on est aligné, on a envie d'y aller. On a un boulevard devant nous, on avance. Alors que quand on est désaligné, on a des conflits constants en interne qui viennent nous saboter. Pareil, quand on est aligné, on passe à l'action naturellement. On se sent pas forcé de faire des choses qui ne nous correspondent pas. On crée de l'énergie. On est enjoué chaque matin, on se lève, on a de la motivation. C'est hyper important. On transforme aussi cette énergie dans une espèce de conviction, ce qui permet plus de vente en fait quand on est aligné. Pareil, on attire les bons clients. Quand on est aligné, on est dans notre zone de génie, dans notre positionnement. On sait exactement qui sont nos clients, qu'est-ce qu'on peut leur proposer comme offre. On sait exactement quelle est la valeur de cette offre. On sait se positionner par rapport à ça. On a un rythme qui nous correspond, on a une stratégie qui nous correspond et du coup, on déploie notre entreprise. Donc, si jamais vous manquez d'alignement, vous vous sentez désaligné, c'est un élément à aller travailler en premier. Et l'alignement, derrière tout ça, ça donne aussi accès au flow, à cette notion illimitée dans un sens de travail. On est vraiment dans notre état de flow, on avance à fond. Et ça nous rend aussi résilients. Quand on est aligné, on sait pourquoi on fait ce qu'on fait. Et donc, chaque échec qu'on va vivre dans l'entrepreneuriat, en fait, on va continuer à aller au-delà de cet échec. On va aller encore plus loin, on va aller vivre un deuxième échec, un troisième, et on n'arrête pas. On continue. Et c'est ça le vrai état d'esprit entrepreneurial, en fait. Et donc, c'est quelque chose qui est ultra, ultra important. Mais ça ne suffit pas. Il faut un deuxième ingrédient pour réussir dans l'entrepreneuriat, c'est la clarté. Si on n'a pas de clarté, on est dans le brouillard, on a beau agir, on ne fait rien, on reste un peu autour de... C'est un peu comme quand on fait du ski, par exemple. Si on est dans le brouillard, on va aller doucement. On va aller à 20 km/h, on va pas descendre tout chousse. Alors que si on a de la clarté, on sait exactement où on y va à fond, on est enjaillé d'y aller, et donc ça change complètement tout. Au-delà de ça, la clarté, c'est quelque chose qui apporte la lucidité sur les décisions qu'on veut prendre. Ça évite du coup la paralysie décisionnelle. Ça nous permet de savoir exactement quelles sont les bonnes priorités, quel est l'impact de ces priorités et quand est-ce qu'on peut y aller vraiment.
Ça réduit les doutes, ça enlève la surcharge mentale, ça enlève le bruit. On est vraiment concentré, ça nous permet d'être dans de la confiance aussi. Quand on est dans de la clarté sur qu'est-ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut aller, ben, on y va naturellement. Pareil, plus on a une offre, par exemple, qui est claire, plus on a un client qu'on connaît qui est clair, plus ça va être précis dans notre discours, plus on va être clair dans notre discours, et ça amène plus de ventes. Donc, c'est quelque chose qui est ultra important. Et si on revient sur la métaphore un petit peu de tout à l'heure, l'alignement, c'est le carburant, on va dire que la clarté, c'est un peu le GPS, c'est la direction vers laquelle on veut aller. Donc, c'est établir sa vision, établir comment est-ce qu'on veut l'atteindre, quelles sont les étapes pour avancer vers notre objectif. Et donc, c'est hyper important de l'avoir posé pour ne pas partir dans tous les sens ou ne pas foncer droit dans le mur. OK? Ensuite, ça nous amène au troisième pilier qui est le plus important, c'est l'action. Je le répéterai jamais assez, l'action, c'est primordial. Sans action, il n'y a aucun résultat. À tous les niveaux, c'est-à-dire que l'action, c'est même ce qui crée de la confiance en soi, par exemple. Souvent, les gens me disent, ouais, moi, je manque de confiance pour passer à l'action. En fait, c'est l'action qui amène la confiance. C'est vraiment ça qui fonctionne. Pareil, il y a des choses où, je me sens pas en clarté aujourd'hui, je sais pas exactement à qui je m'adresse et qui ma cible idéale. Pareil, c'est l'action qui va te permettre de savoir qui va être ta cible idéale. Des fois, je ne sais pas si mon offre c'est la bonne, je pense que c'est la meilleure, mais je vais peut-être la retravailler encore un peu. Non, c'est l'action qui va t'amener du feedback terrain, qui va t'amener des réponses du marché en direct, qui vont te dire si ton offre elle est bonne ou pas, par exemple. Et l'action, ça brise le côté aussi doute, overthinking, le fait de penser en boucle, etc. Ça te permet d'être dans l'exécution, ça donne de l'élan, ça donne de la motivation. C'est pas la motivation qui te fait passer à l'action, c'est l'action qui t'amène la motivation de continuer, en fait. Faut lancer la machine. Et c'est l'action qui révèle qui tu es vraiment. C'est là aussi où tu vas faire des choix, tu te dis, bah, tiens, j'ai aimé faire ça, j'ai pas aimé faire ça, du coup, je continue. Et c'est toujours l'action qui te fait avancer. L'action est irremplaçable. Si jamais il y avait un levier à garder en tête de tous, c'est l'action. Même encore plus que l'alignement, même encore plus que la clarté, parce que c'est l'action qui te permet de te découvrir aussi, qui te permet de t'aligner. En fait, ça résout tout l'action. C'est vraiment le numéro un. Aujourd'hui, je rajoute quand même un ingrédient qui est l'équilibre de vie. Hyper important. Hyper important parce que j'ai vu trop d'entrepreneurs finir soit en burn-out, soit se cramer, soit être en état émotionnel, en surcharge émotionnelle. Et en fait, il y a un vrai sujet sur lequel il faut vraiment qu'on reste, c'est l'équilibre de vie au-delà du business en tant que tel. Souvent, on est trop focus sur le fait d'obtenir des clients, de coacher, d'accompagner des personnes, et on en oublie toutes nos valeurs personnelles à nourrir notre couple, nos amis, ce qui nous nourrit au quotidien, la culture, la danse, le sport, etc. Parce qu'on est trop focus sur déployer l'entreprise à fond. Mais si jamais on nourrit pas assez notre vie personnelle, ben en fait, on va être en surcharge émotionnelle. Notre système nerveux, il va se mettre en état de panique. On va être en survie constante. Ça va jouer dans des comportements d'auto-sabotage qu'on va voir tout à l'heure. Ça va créer de la paralysie décisionnelle aussi. On va se mettre à douter, pas se sentir bien. On va des fois se sentir... il peut y avoir plein de projections. Par exemple, si jamais on est trop focus sur le business et qu'à un moment, ça ne marche plus comme on veut, comme on a mis toute notre identité dans le business et qu'on n'a pas d'identité à l'extérieur, comme être fier d'être maman, être fier d'être une bonne amie, etc. Ben en fait, notre identité s'effondre parce qu'on a basé notre identité que sur le business. Donc, c'est hyper important de maintenir un équilibre de vie à travers votre croissance entrepreneuriale. OK. Et du coup, la recette du succès, c'est ça. C'est alignement, plus clarté, plus action, plus équilibre, égale croissance. Et je rajoute à cette recette un petit ingrédient qui vient pimenter un peu tout ça. Un peu cette notion de petite épice, de petit sel qu'on rajoute dans le plat. C'est l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est vraiment le truc à débloquer en plus. Plus on est épanoui, plus on est heureux, et c'est au-delà de l'équilibre de vie, c'est au-delà du passage à l'action, de tous ces éléments-là, c'est de kiffer vraiment ce que vous faites à tous les niveaux, de remettre du fun dans votre business, remettre du fun dans votre vie. Continuez d'être à fond là-dedans parce que plus vous êtes enthousiaste, parce que vous adorez votre offre, parce que vous adorez vos clients, parce que vous adorez l'entrepreneuriat en tant que tel, vous adorez votre métier, plus vous allez être convaincu de ce que vous pouvez proposer, de la valeur de ce que vous allez apporter. Et cette conviction que vous avez en vous, en ce que vous proposez, ça se transmet directement à vos clients. C'est une transmission d'énergie, vous allez devenir magnétique, vous allez attirer les gens à vous et vous allez vendre naturellement. Je vois vraiment la différence. Des fois, il y a des personnes, juste elles sont démotivées, pas enthousiastes, etc. Ça ne vend pas.
en tant que telle, alors que leur offre, elle peut être géniale en fait. Vraiment, l'enthousiasme, c'est un multiplicateur de croissance. Ça vous permet de déployer tous les autres ingrédients dont on a parlé vers une croissance encore plus exponentielle. OK, la recette du succès est simple. Mais alors pourquoi est-ce que c'est si difficile de la suivre? Pourquoi est-ce qu'on finit souvent désaligné, en manque de clarté sur les actions, en inaction ou en procrastination active, en déséquilibre? Eh bien, parce que c'était sans compter l'intervention de votre cerveau, qui en a décidé autrement pour vous. Votre cerveau, il vient jouer un rôle hyper important là-dedans. Lui, il voit pas du tout la réussite comme étant quelque chose qu'il souhaite pour vous. Lui, il a sa mission. Sa mission, c'est de vous protéger, de vous maintenir en vie, de vous éviter la douleur. Et du coup, l'entrepreneuriat ou la croissance entrepreneuriale, passer des caps dans votre business, bah, il a pas du tout envie de ça pour vous. C'est pas ça ses plans. Lui, il veut vous protéger. Donc, il veut que vous restiez dans votre situation. Il veut que vous restiez au chaud, tranquille, à ne rien faire, à préserver votre énergie au cas où il va falloir activer tout ça. Et tout ce qui est croissance, tout ce qui est entrepreneuriat, il va le voir comme une insécurité financière potentielle. Il va le voir comme un risque d'échec, comme un risque de réussite et de responsabilité supérieure, un risque de surcharge en termes de temps, un risque d'inconfort, d'inconnu, tous ces éléments-là, en fait. Et donc, il va venir tout saboter inconsciemment. Et on ne s'en rend pas compte. Mais c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. On va aller analyser un peu ce qui peut auto-saboter votre business par rapport à ça. Ce qui vous amène à être dans cet état d'esprit au niveau du cerveau, ça va être toutes les expériences que vous avez vécues dans votre passé. Et pour beaucoup de coachs, vous le savez déjà. Mais par exemple, si vous avez vécu de la maltraitance, du harcèlement scolaire, une rupture, une insécurité financière, etc., ça va être enregistré. Votre cerveau, il va installer des programmes, parce qu'en fait, nous sommes juste des êtres programmés. Il va installer des programmes qui va dire, si jamais vous avez l'opportunité de revivre une situation qui va ressembler à quelque chose qui peut être similaire à ce qu'on a vécu douloureusement dans le passé, eh ben, il faut pas y aller. Exemple, il y a une ruelle sombre, il est 2 heures du matin, on va pas y aller. Exemple, je vais devoir me présenter dans un groupe d'entrepreneurs alors que quand j'étais petit, j'ai été harcelé scolairement parce que je suis passé et que j'ai fait, et tout le monde s'est moqué de moi quand j'ai fait une poésie. Eh ben, je vais pas me montrer au monde parce que sinon je risque de vivre la même chose, le rejet, etc., etc. Et donc, en fait, aujourd'hui, votre cerveau peut vous saboter par rapport à toutes les expériences qu'il a enregistrées jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que dans votre recette, bah, il va vite mettre de l'insécurité, des doutes, de la dispersion au lieu de la clarté, de la procrastination au lieu de l'action, de l'incertitude, une surcharge mentale, une surcharge de travail dans votre équilibre, et ça vous empêche la croissance. Et c'est là qu'on va tomber sur les mécanismes d'auto-sabotage. Et là, ça va être à vous de jouer. Règle du jeu, auto-analyse. Je vais donner des exemples de comportements types qui vont faire référence à des mécanismes d'auto-sabotage particuliers. Et votre rôle, ça va être de me dire dans le chat si vous vous connaissez. Dites-moi juste oui ou non dans les propositions de comportements que je vais proposer. Je vais en lister plusieurs et à la fin, vous me direz oui ou non. 2, on va expliquer je vais faire le décryptage du cerveau. Je vais vous expliquer ce que c'est, d'où ça vient, quelles sont les croyances, les peurs qu'il peut y avoir derrière, quel est le mécanisme que votre cerveau active dans ces moments-là. Et ça va vous aider à voir un petit peu ce qui se passe pour vous et comment vous pouvez du coup désamorcer ça par la suite. OK? Vous me suivez pour l'instant? Cool. On passe au premier. Est-ce que tu as tendance à avoir une page de vente ou un post encore dans tes brouillons depuis 2 semaines, pas encore tout à fait prêt? Est-ce que tu as tendance à retravailler le même message, le même email 4-5 fois avant de l'envoyer pour finalement peut-être ne jamais l'envoyer? Est-ce que tu as tendance à avoir une offre qui existe dans ta tête pour laquelle tu veux finaliser quelques détails avant de la proposer à la vente? Est-ce que tu as tendance à prévoir du temps pour chaque rendez-vous, pour le préparer, pour être sûr qu'il soit parfait avant de commencer? Dites-moi dans le chat, est-ce que c'est plutôt oui ou plutôt non par rapport à ces comportements? À me permettre de boire un petit peu. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Ou est-ce que vous dites, oh non, pas du tout, moi ça m'arrive jamais. Plutôt oui, mais pas sur tous. Ok, intéressant. Ça peut être un peu, il peut y avoir de la nuance, évidemment. Béatrice, non. Véro, plutôt oui. Ok, à noter.
Oui, mais pas tout, Mélanie. Ok, hyper intéressant. Zied, oui pour le point 2. Ok, on garde ça. Karine, il reste toi. Attention, je veille, hein. Peut-être qu'elle s'était levée, je sais pas. Elle a coupé la caméra. Ok. Alors, si vous êtes là-dedans, ça veut dire que vous êtes dans le perfectionnisme. Réellement, vous êtes dans le perfectionnisme. La logique inconsciente qu'il y a derrière, c'est quand on avait des bonnes notes, par exemple à l'école, on faisait la fierté de nos parents. Et c'est pas forcément qu'à l'école, mais c'est pour donner une image. Donc, quand on faisait des erreurs, on pouvait faire ressentir de la déception à nos proches, à nos parents, à nos formes d'autorité. Et donc, on pouvait subir un retrait affectif, une honte, pardon, potentielle vis-à-vis des erreurs qu'on pouvait avoir, enfin, qu'on pouvait faire. Et donc, notre cerveau, il a fait le lien entre être aimé égale ne pas faire d'erreur, ne pas mal faire, être sans faille, en fait. Et donc, poussé par ça, il va te dire maintenant, il faut que tu fasses parfait. Parce que si tu fais pas parfait, c'est toi qui n'es pas parfait en tant que tel. Et c'est trop dur à vivre de l'intérieur par rapport à tout ce qui a été installé dans votre programme interne. Donc la croyance cachée, perfectionnisme, moi, tiens, ça m'étonne. Ah, tu te retrouves un peu, Véro. Ok, la croyance cachée derrière ça, c'est ma valeur en tant que personne dépend de la qualité de mon travail. Un travail imparfait égale je suis imparfait. Ça peut aussi, à des moments, être vu aussi du côté sauveur. On y reviendra tout à l'heure. Mais il peut y avoir aussi un aspect, par exemple, je veux que l'offre soit parfaite pour les gens, pas forcément pour être moi bien vu. Bien sûr, tous les mécanismes peuvent se mélanger petit à petit. J'ai essayé de donner des tendances pour que vous puissiez vous reconnaître et voir qu'est-ce qui vous parle le plus. Et donc, la peur sous-jacente, ça va être bah aussi, si on me critique, je ne pourrai pas me défendre parce que la critique ne parlera pas de mon travail, elle parlera de moi et je ne saurais pas quoi faire parce que si on me touche moi personnellement mon identité, ben en fait les gens auraient raison parce que je pourrais y croire en fait que j'ai mal fait. Donc on n'ose pas se montrer, on passe énormément de temps à trouver la bonne chose à dire, on passe énormément de temps à se relire, on ne vend pas et on veut créer notre offre et qu'elle soit parfaite avant d'avoir vendu, sauf que la façon dont on peut avoir une offre excellente, bah, ce serait de la proposer tout de suite et de co-construire avec des gens. Et sauf que des fois, on peut passer à côté pendant des mois, des années. Euh, voilà, il y a plein d'effets par rapport à ça. OK pour ça? Maintenant, on va passer au deuxième mécanisme. Est-ce que tu as tendance, pareil, hein, je vous invite à être dans le chat, à être prêt à dégainer le oui ou le non. Est-ce que tu as tendance à préparer ta semaine la veille avec trois objectifs principaux pour la semaine à réaliser pour finalement te rendre compte à la fin de la semaine qu'aucun objectif n'a été réalisé? C'est-à-dire que tu avais tout préparé, tu t'es dit, vas-y, c'est ça mes priorités, et finalement, à la fin, tu ne les as pas du tout faites. Est-ce que tu as tendance à passer chaque jour 2 heures à optimiser ton profil Instagram ou LinkedIn, refaire ton Notion, optimiser ton site internet, te dire qu'il faut rajouter cette page, etc. Il y a ce mot-là à changer, répondre à tes emails. Et à la fin de la journée, tu te dis, oh, je suis sous l'eau, j'ai pas du tout le temps, j'ai pas du tout prospecté, j'ai eu personne en appel, et j'ai eu de la conversation avec personne. Est-ce que tu as tendance à regarder un tuto sur la vente pour améliorer tes compétences au lieu de passer des appels directement? Est-ce que tu as tendance à regarder des tutos sur le copywriting pour apprendre à vendre à l'écrit, etc., au lieu d'écrire ton post et de le publier? Dites-moi dans le chat, est-ce que c'est plutôt oui ou est-ce que c'est plutôt non? Oui, oui et oui. Oui, non Béatrice, ok. Non Cécile, ok. Ok, trop bien. Deux personnes se reconnaissent là-dedans, deux se reconnaissent pas là-dedans. Véro, plutôt oui, comme si j'évitais un truc. Ah, intéressant. Bah, c'est exactement ça. On est dans une stratégie d'évitement. En réalité, derrière ça, c'est de la procrastination active. C'est-à-dire que dans la logique, quand une tâche va générer de l'anxiété pour toi, de l'inconfort, du doute, de la peur, en fait, l'amygdale, donc on va dire l'élément dans ton cerveau, dans ton système nerveux qui est responsable d'activer le système limbique et du coup qui va te faire réagir à tes émotions, va s'activer avant le cortex préfrontal. Et donc, la partie responsable de ton système limbique va te faire avoir des comportements tout de suite automatiques pour t'éviter la douleur. Donc, c'est soit de l'inaction, soit de l'évitement, qui peut amener à de la dispersion, mais on reviendra sur ça après. Et donc, ton cerveau, il va trouver une tâche alternative qui ressemble à du travail, mais qui soulage l'émotion de s'exposer au risque, en fait. Parce qu'il y a une forme de peur, une forme d'inconfort qui est trop importante. Et c'est une difficulté de régulation émotionnelle en tant que telle, en fait.
Et donc, en fait, c'est de la procrastination totale. Et donc, tu peux passer complètement à côté des actions qui vont te permettre d'obtenir des clients, par exemple, ou d'augmenter tes tarifs, etc., etc. Et tu as l'impression de travailler. Donc ça, c'est vraiment traître, hein, parce que tu as l'impression de travailler énormément. Tu te dis, mais je fais plein de trucs, mais ça avance pas. Mais c'est parce que tu fais pas les bonnes choses. Parce que à chaque fois que tu allais te mettre sur les bonnes choses, bim, ça bifurque sur quelque chose qui est moins exposé à un risque, qui est moins un danger pour toi. La croyance derrière ça, c'est bah, si j'essaye vraiment et que ça ne marche pas, potentiellement, bah, je n'aurai plus d'excuses à prouver que je ne suis pas capable. Et on ne veut pas être confronté à l'échec. C'est un peu une peur de l'échec en tant que tel. Et la procrastination te préserve de la responsabilité d'un échec éventuel. C'est soit cette notion d'échec, soit cette notion d'inconfort dans la tâche à réaliser en tant que telle. Qu'elle soit un échec ou pas, c'est des fois, c'est peut-être trop hors de ta zone de confort dans tes perceptions. Et donc, il y a besoin de faire une régulation émotionnelle pour activer la sortie de zone de confort. Peut-être passer étape par étape, par exemple. Oui, du coup, je suis occupé, mais pas du tout productif. Bah, c'est exactement ça, Néo. Là, on est pile poil là-dedans. Ok, prochain élément. Est-ce que tu as tendance à lancer plusieurs projets ou plusieurs offres en parallèle et changer de positionnement à peu près toutes les 6 semaines? Changer de cible, changer d'offre? Est-ce que tu as tendance à tester des nouvelles stratégies quand celles que tu essayes n'apportent pas suffisamment de résultats, devient difficile à mettre en place? C'est souvent corrélé du coup au fait de découvrir une nouvelle méthode. On est très sujet au syndrome de l'objet brillant dans l'entrepreneuriat. Ça veut dire on voit quelque chose qui a l'air d'être incroyable, on y va à fond là-dessus, puis on voit autre chose qui a l'air incroyable, on y va encore, 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 et on multiplie les méthodes, on multiplie les stratégies. Est-ce que tu as tendance à multiplier les canaux d'acquisition pour devenir client? Instagram, LinkedIn, TikTok, podcast, newsletter, SEO, j'ai envie de tout faire parce que je pense qu'il faut que je fasse tout. Est-ce que tu as tendance à dire oui à toutes les opportunités qui se présentent et créer du coup une offre sur mesure pardon, pour chaque cas? Dites-moi plutôt oui ou plutôt non à ces éléments. La dernière, oui, sinon, non. OK. Les opportunités qui se présentent, ça peut être intéressant, sauf si ça te fait de la dispersion. Donc, c'est mitigé. Béatrice, oui, seulement pour le un. Lancer plusieurs projets, plusieurs offres, OK. Cécile, plutôt non sur tout ça. OK. Ziad a dit oui. Véro, généralement oui, surtout repositionnement et plusieurs formations. Ah, super intéressant. Les formations, ça va arriver aussi après. Ok, si tu es là-dedans, ça veut dire que tu es sujet à l'éparpillement, à la dispersion en tant que telle. La logique inconsciente pour ton cerveau, c'est que tu vas utiliser la nouveauté comme régulateur émotionnel. À défaut de la procrastination en tant que telle, là, c'est plutôt le chemin vers la nouveauté qui va te pousser à constamment aller chercher quelque chose de nouveau, une nouvelle méthode, une nouvelle stratégie, etc. Parce que chaque nouveau projet, ça vient déclencher un pic de dopamine en toi qui dit, ouah, putain, c'est beaucoup plus intéressant que ce que je suis en train de faire, parce que ce que je suis en train de faire en ce moment, ça devient inconfortable, ça devient répétitif, alors que pourtant, c'est ça le chemin du succès. C'est-à-dire l'entrepreneuriat, je vous le dis tout de suite, si vous voulez faire toujours quelque chose de nouveau, vous n'allez jamais réussir. Ce qui est important, c'est de faire toujours la même chose en mieux, en mieux, en mieux. C'est un vrai métier à part entière. Et souvent, il y a des gens qui sont dans une désillusion par rapport à ça. Ils se disent, ouais, mais c'est quoi le truc d'après? Moi, j'aimerais faire des ateliers. Non, non, il faut aller parler aux gens, point. Ah zut, bah si c'est ça l'entrepreneuriat, j'ai plus envie. Bah on peut se dire stop par rapport à ça aussi. En tout cas, chaque élément comme ça on va éviter la frustration pour aller plus vers de la dopamine et donc on s'éparpille constamment. La peur derrière ça, bah, c'est pareil, c'est la peur de l'échec définitif, hein, comme on a vu tout à l'heure sur la procrastination active. Si je me concentre sur une seule chose et que ça marche pas, bah, j'aurai plus d'alternative. Ce sera la preuve que je ne suis pas capable. Et donc, on va dire, mettre pas tous les œufs dans le même panier. Sauf que dans l'entrepreneuriat, en fonction du niveau dans lequel on est, il faut absolument, absolument mettre tous ces œufs dans le même panier au début. Et une fois qu'on a un truc qui fonctionne vraiment, on y va à fond, on y va à fond. Là, après, on peut diversifier, on peut investir, on peut faire d'autres choses. Mais il faut absolument pas tenir compte il faut pas faire tous les œufs dans le même panier. Toutes vos ressources, votre énergie, votre espace mental, votre argent, votre temps, mettez-le dans le seul projet. C'est ça qui va faire que ça marche. Il y a besoin de tout ça pour que ça pousse. Peur numéro 2, du coup, c'est la peur de la contrainte identitaire. C'est-à-dire, si je choisis une seule voie, j'ai peur de m'enfermer là-dedans, de fermer des portes, de réduire ma créativité, de m'ennuyer et de réduire qui je suis.
Donc, si cette voie ne me correspond pas dans 6 mois, bah, qu'est-ce que je vais faire? Et je vais m'ennuyer, etc. Et on a tendance à déployer tout en même temps. Mais ce que j'aime dire un peu à me coacher, justement, c'est que l'entrepreneuriat, c'est pousser une voiture qui, quand on se lance vraiment, tu pousses une voiture. Et donc, si tu en pousses une, bah, c'est déjà compliqué, il faut vraiment être à fond. Mais si tu en pousses une et en même temps une autre et en même temps une autre, bah, en fait, il n'y a aucune voiture qui bouge, en fait. Donc, c'est hyper important de sortir de l'éparpillement pour aller chercher de la croissance. Donc, ça peut être un des sujets pour lesquels vous êtes en train de stagner aujourd'hui. OK, autre mécanisme. Est-ce que tu as tendance, et là je pense qu'on va redécouvrir Véro qui a fait un commentaire tout à l'heure sur la formation, est-ce que tu as tendance à chercher une certification de plus, une formation de plus, encore un petit peu plus d'expérience pour pouvoir te sentir enfin vraiment légitime? Est-ce que tu as tendance à douter de toi-même ou de ce que tu proposes et de tout remettre du coup en question, de recommencer à zéro systématiquement? Est-ce que tu as tendance à demander souvent conseil à d'autres personnes avant de prendre tes propres décisions ou avant de passer à l'action? Est-ce que tu as tendance à te comparer facilement à d'autres experts que tu considères comme meilleurs que toi? Et est-ce que tu as tendance à surcomplexifier les choses alors que ça marche normalement actuellement? Dites-moi dans les commentaires oui ou non dans le chat. Est-ce que ça me parle? Oui, oui pour Mélanie. Avec de l'enthousiasme, comme quoi c'est plus convaincant, hein. Non pour Béatrice. Oui pour un et 3. Oui pour 3 et 4. Ok. Dans ma tête, oui, mais je me soigne. Ok, ok, continuons. Ça signifie que vous êtes sujet au syndrome de l'imposteur. La logique, c'est plus tu réussis, plus tu as peur d'être démasqué. Il y a un vrai syndrome derrière ça. Donc, tu essayes constamment de devenir meilleur, de prouver ta valeur sans demander d'aide, car ce serait la preuve que tu n'es pas forcément à la hauteur. Et toi, c'est ce que tu as peur, c'est de ne pas être à la hauteur. Et il y a un truc qui est très vicieux là-dedans, c'est que plus tu obtiens de formation, plus tu ouvres des nouveaux univers, plus tu sais ce que tu ne sais pas. Et donc, plus tu peux perdre confiance en toi. Et donc, c'est assez dangereux. Alors que les gens qui ont l'effet, on va dire, Dunning-Kruger, c'est-à-dire que les gens qui découvrent tout d'un coup une nouvelle expertise et qui connaissent que ça, seulement ça, mais se disent, ouais, c'est génial, bah, des fois, ils vont plus loin dans l'entrepreneuriat, basé sur ce petit lot de compétences-là, parce qu'ils n'ont pas vu plus. Alors que dès lors qu'ils voient trop de choses, ils disent, ouais, putain, mais en fait, j'ai trop de trucs, je suis pas assez compétent, il faut que j'aille en chercher plus, plus, plus. Et en fait, ça fait l'effet inverse. Et on s'enferme là-dedans, et en fait, on n'en sort pas. La croyance cachée, c'est bah, je suis une espèce de fraude, je suis un arnaqueur, je vais escroquer les gens peut-être, et je vais être découvert. Ça se trouve, un jour, quelqu'un va me lever, quoi. Et ce n'est qu'une question de temps avant que les gens s'en rendent compte. Et la vraie peur sous-jacente, bah, c'est le rejet de soi. En fait, on a peur que si les gens nous voient vraiment tel qu'on est, eh ben, pas comme on produit, eh ben, ils vont plus vouloir de nous. On va être rejeté par rapport à ça. Mais sinon, si on collectionne tous, on fait quoi? C'est grave, docteur. Oui, c'est très grave, Véro. Plus tu en collectionnes, plus c'est dur. Non, ce qu'il faut après, c'est réussir à faire des choix. Déjà, à comprendre. C'est vraiment un switch mental, hein, c'est un shift identitaire à avoir. C'est déjà de te dire qu'il faut que tu comprennes que tu peux créer quelque chose qui est basé sur plusieurs expertises, mais unique. Garder cette unicité, développer cette unicité et rester focus là-dessus. Ça, c'est vraiment une des clés pour sortir du syndrome de l'imposteur. De voir tes forces par rapport à ça, pas de voir tout ce qui te manque, mais de voir tout ce que tu as déjà et capitaliser là-dessus. Parce que c'est comme si votre esprit, il était tourné constamment sur tout ce qui peut nous manquer. On va regarder quelqu'un sur Instagram, on va voir qu'il a des résultats, on va se dire qu'est-ce qu'il a de mieux que moi et on va essayer d'obtenir la même chose. Et en fait, on fait que se comparer à une espèce d'élite et du coup, on voit tout ce qui nous manque. Alors que ce qui vous fait sortir de ça, c'est d'arrêter de vous comparer à plus haut, mais regardez de là où vous êtes parti et qui vous êtes aujourd'hui, quelles sont vos forces. Et là, on déploie quelque chose de puissant et on sort du syndrome de l'imposteur. Ok, autre mécanisme d'auto-sabotage. Est-ce que tu as tendance à faire déborder tes rendez-vous? Au lieu de faire 1 heure, tu fais 1h20. Est-ce que tu as tendance à répondre à tes clients le week-end si tu en as? Est-ce que tu as tendance, à un niveau tarif, à vouloir rester accessible et tu baisses parfois ton prix toi-même avant même qu'on te le demande parce que tu penses que les gens n'ont peut-être pas les moyens de s'offrir tes services, etc. Est-ce que tu as du mal à dire non quand un client te demande quelque chose hors cadre parce que tu ne veux pas le décevoir?
Est-ce que tu as tendance, du coup, à ressentir souvent cette sensation d'être vidé énergétiquement, genre t'es plombé à la fin de ta journée, alors que paradoxalement, tu culpabilises facilement de ne pas avoir donné suffisamment à tes clients ou à des gens qui sont importants pour toi? Dites-moi plutôt oui ou plutôt non sur ces éléments. Ah, non sur ceci. Cool, Véro, on en trouve un que t'as pas. Oui pour un et deux. Ah, faire déborder, niveau tarif, ok. Intéressant. Donc, le levier du tarif peut être intéressant pour toi, Mélanie, hein, sur les, comment on dit, sur les leviers de croissance. Le tarif, pourquoi pas. Lila un, non pour le reste, Cécile. Béatrice, plutôt non, même si c'est dur de tenir une heure pile poil. Oui pour le un. Ok. Ok, si vous avez des grosses tendances à être là-dedans, ça peut être plutôt le côté syndrome du sauveur dans lequel vous êtes tombé. La logique inconsciente qu'il y a derrière ça, c'est que ça se capte très tôt dans l'environnement dans lequel vous êtes, où l'amour ou la sécurité était conditionné à l'utilité. Je m'explique. Plus vous donniez, plus vous étiez indispensable dans la vie des personnes, par exemple, plus vous étiez aimé, donc en sécurité, donc vous méritiez votre place. Et donc vous avez construit ce schéma, cette croyance-là, qui vous permet de rester en vie. Plus vous étiez utile à l'externe, à l'extrême, pardon, pour éviter d'être rejeté et abandonné. Et donc, la croyance derrière, c'est bah, ma valeur dépend de mon utilité, de ce que je peux produire pour les gens. Et donc, pour être aimé et reconnu, bah, je dois donner encore plus. Et donc, quand on est là-dedans, bah, c'est difficile de s'extirper, c'est difficile d'augmenter les tarifs, c'est difficile de réduire son temps de travail. C'est difficile. Enfin, il y a plein d'éléments comme ça qui peuvent nous bloquer. Et aussi en termes d'impact émotionnel de la relation avec nos clients, de la relation avec les gens, etc. On veut tout faire pour eux, etc. Et donc, il y a des choses à aller travailler là-dessus pour vous en détacher et passer le palier supérieur. Ok, prochain mécanisme. Est-ce que tu as tendance à écrire un post sincère avec tes tripes, un peu tranchant, un peu personnel, puis quand tu le relis, tu l'adoucis, tu ne le publies pas? Ou alors à penser, avant de poster, à une personne précise dans ton entourage, un ex-collègue, un membre de ta famille, et t'imaginer ce qu'il va penser quand il va voir ce que tu es en train de noter, et ça va te bloquer dans l'envie de le partager, ou tu vas le tiédir. Est-ce que tu as tendance à ne pas vouloir déranger, ne pas oser proposer d'appel à des gens avec qui tu peux être en contact, ne pas oser proposer ton offre directement, ne pas l'afficher, par peur de passer pour un marchand de tapis, par peur qu'on te voit comme quelqu'un qui vend, et ce serait pas bien de voir ça. Est-ce que tu as tendance à vouloir disparaître lorsqu'il s'agit de prendre la parole ou de te présenter, par exemple, dans un environnement entrepreneurial, un environnement où il peut y avoir tes clients, lors d'une rencontre, par exemple, entre professionnels? Est-ce que tu peux être en état de panique à l'idée d'être au centre de l'attention? Dites-moi plutôt oui, plutôt non par rapport à ça? Non, pas du tout. Il y a de l'espoir. Ouais, Véro, t'avais que les premiers, en fait. Mélanie, oui, 3 et 4. Ok. Pas vouloir déranger, peur de passer pour un champ de tapis. Ziad, non, aucun. Ok, Ziad, pas sujet à ça. Béatrice, oui pour le 3. Ok, carrément. On n'a pas envie que le regard des gens change par rapport à ce qu'on a imaginé en tête. Reste toi, Cécile. Karine, non. Ok. Ok, si vous êtes là-dedans, c'est que vous êtes sujet à la peur de regard des autres de manière, on va dire, bah, extrême ou pas forcément extrême, on est tous sujets à ça, on va dire. Le cerveau a appris être vu égale risque d'être jugé par les gens. Risque d'être jugé, ça veut dire risque d'être rejeté par le groupe. Donc, perdre sa place, donc mourir. On a ça qui est enregistré en nous depuis la nuit des temps. Et donc, c'est quelque chose qui nous limite encore aujourd'hui. C'est obsolète, hein. C'est un programme qui est enregistré, mais qui va nous desservir dans l'entrepreneuriat, parce que dans l'entrepreneuriat, c'est tout l'inverse qui va nous permettre d'avancer. Donc là, vous êtes construit en mode rester invisible, ne pas déranger, égale rester en sécurité. Et dans l'entrepreneuriat, c'est tout l'inverse. La vraie sécurité, c'est d'être visible et c'est de déranger. C'est de prendre sa place, c'est d'avoir une offre qui est différenciante, c'est d'être clivant, c'est de se montrer. Et donc la croyance derrière, la peur derrière, c'est bah, si je me montre tel que je suis et qu'on me rejette, bah, on rejette ce que je dis, on rejette ce que je fais, c'est moi qu'on rejette en fait. Donc je ne peux pas me permettre de perdre l'estime de ceux qui me connaissent déjà, par exemple. On n'a pas envie que le regard des autres change vis-à-vis du fait que nous, on change.
Moi, ça m'a beaucoup limité dans l'entrepreneuriat. J'ai beaucoup eu peur que mes amis, que ma famille se disent, ouais, Simon, il a changé, il est plus comme avant, il nous soutient plus de cette manière-là, etc., etc. Et ça me limitait complètement dans mon expansion de vie, dans mon expansion entrepreneuriale, etc. Parce que je restais tenu par rapport à ça. Et moi, j'avais le sens du sauveur aussi qui était très fort. Donc voilà, je vous partage les miens. Vous prenez ce que vous avez envie, hein, après tout. OK. Ensuite, ce mécanisme d'auto-sabotage. Est-ce que vous avez tendance à repousser le moment d'annoncer votre tarif? Du style, c'est le moment d'y arriver, puis on se met à rajouter des petites phrases, on se dit, ah tiens, je vais lui partager aussi ça, puis ça. On repousse le moment. Et quand vous l'annoncez, vous vous excusez presque de l'annoncer, vous vous justifiez, vous essayez de combler un peu le vide qu'il y a derrière avant que les gens disent quoi que ce soit. Est-ce que vous avez tendance aussi à ne pas augmenter vos tarifs, alors que vous êtes peut-être moins cher que la concurrence et que vos clients sont déjà satisfaits de vos services? Donc, il y a toute la liberté d'augmenter, on va dire. Est-ce que vous avez tendance à faire l'autruche lorsqu'il s'agit de regarder les comptes, regarder la rentabilité, regarder les investissements? Est-ce que vous avez de la difficulté à investir sur vous, investir dans votre business? Est-ce qu'à chaque fois, ça génère une résistance de sortir de l'argent? Est-ce que vous avez une tendance à culpabiliser quand vous gagnez bien votre vie, quand vous profitez, presque comme si c'était honteux de gagner tout ça, envie de le cacher par peur peut-être de la jalousie ou d'autres choses? Dites-moi plutôt oui ou plutôt non sur ce mécanisme-là. D'ailleurs, j'ai mis en photo un petit diable à droite, là, c'est la peur de changer vis-à-vis de l'argent, peur de devenir une mauvaise personne, etc. Et à gauche, c'est la peur de devenir seul, peur d'être rejeté si on se met à gagner de l'argent, etc. Donc là, non, 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 waouh, ok, vous n'êtes pas sujet aux croyances liées à l'argent. Ok, là, on est croyances liées à l'argent en tant que tel. Pour toi, l'argent, elle peut être chargé en émotions. C'est même une question d'identité. Votre cerveau sabote les opportunités financières pour protéger votre image actuelle d'être une bonne personne. Donc la croyance derrière, c'est si je gagne vraiment bien ma vie, je deviens quelqu'un d'autre. C'est dangereux pour moi, c'est dangereux pour mes relations, c'est dangereux pour l'image que j'ai de moi-même et que je renvoie. Donc on va bloquer. Ça m'étonnerait. Alors peut-être que j'ai pas forcément donné tous les comportements liés aux croyances de l'argent, mais qu'il y ait que des noms là, ça m'étonne de ouf. Parce que à chaque fois qu'on travaille ensemble, je sais qu'il y a des commentaires à l'argent et on les débunk souvent. Sinon, vous seriez tous millionnaires en fait. Ok, est-ce que tu as tendance, prochain mécanisme, est-ce que tu as tendance à ne pas aller au bout des choses, à arrêter la conversation par exemple avant la proposition d'un appel? Est-ce que tu as tendance à ne pas proposer ton offre à cette personne qui l'attend pourtant, qui avait l'air d'être intéressée, mais toi, tu n'as pas été au bout? Est-ce que tu as tendance à oublier de relancer un prospect à la date convenue alors que tu savais que c'était exactement ce qu'il fallait que tu fasses? Là, je parle pas de procrastination, hein, je parle du fait de d'éviter tout ce qui peut t'aider d'avancer. Est-ce que tu as tendance à avoir des revenus qui font le yo-yo? Un coup, ça marche bien, puis après, ça s'arrête. Un bon mois, puis après, au lieu de s'accélérer, ça ralentit sans que tu saches exactement pourquoi et que ça fait ça souvent. Est-ce que tu as tendance à sous-tarifier, avoir une sous-tarification pardon, persistante, c'est-à-dire rester à un niveau de revenu minimum ou acceptable et pas faire plus? Vraiment, il y a une espèce de limite, un vrai plafond de verre que tu dépasses pas. Est-ce que tu as tendance à minimiser ton business, à utiliser des mots comme jouer comme petit, comme un petit peu, comme j'y vais doucement, à mon rythme, etc. Est-ce que tu es là-dedans? Plutôt oui ou plutôt non? Le dernier oui, Véro non. Le dernier oui, ça peut venir aussi d'un manque d'estime personnelle. On va dire une espèce de dévalorisation des injonctions qui ont été toujours répétées, etc. Où on s'autorise pas à rêver grand, à avoir de l'ambition, parce qu'on se sent pas forcément les épaules par rapport à ça. C'est pas forcément que ce mécanisme que je vais vous révéler. Oui pour le un, oui pour 2 et 4, oui sauf le un. Ok, ok. Donc là, vous êtes plutôt sujet, du coup, à la peur de réussir. C'est le moins visible, c'est pour ça que c'est le huitième mécanisme. J'aime bien dire qu'on en a 7 plus un, parce que celui-là, il est vraiment inconscient. La logique derrière, c'est vraiment qu'il y a une espèce de part protectrice en toi qui identifie le succès comme une menace
Mais genre vraiment, il y a la notion de si j'obtiens plus de clients, j'ai peur qu'il y ait plus d'attentes à satisfaire et que du coup, je sois pas à la hauteur d'atteindre ça. J'ai peur de plus de visibilité, donc plus de jugement en tant que tel. J'ai peur de plus de revenus, plus de pression, plus de responsabilités, perdre du temps, etc. Enfin, de plus avoir mon temps. J'ai peur d'être débordé. C'est tous ces éléments-là. Et donc, la croyance cachée, c'est vraiment si je réussis, je vais avoir trop de responsabilités, trop de pression, moins de temps pour moi et ma famille. Hop, je sabote tout. J'empêche tout. Donc souvent, en fait, on va s'autoriser à aller chercher ce qu'il faut, puis après, on arrête. Parce qu'on a peur que ça s'emballe. Il y a une espèce de perte de pouvoir d'action, une perte de puissance, perte de contrôle là-dedans. On veut vraiment pouvoir contrôler les choses et donc il y a une espèce de yo-yo qui se fait par rapport à ça. Évidemment, tout ça à travailler. Ok, conclusion. Ce sont tes mécanismes d'autosabotage qui sont la cause de ta stagnation. Absolument pas une question de stratégie. Toutes les stratégies fonctionnent. Arrêtez de me dire il me faut une nouvelle stratégie, une nouvelle méthode. Oh, c'est un mécanisme d'autosabotage que vous n'allez pas enlever, qui fait que vous répétez les mêmes schémas. Ce n'est pas un manque de formation. On l'a vu, Véro, arrête de te former, tu as déjà tout ce qu'il faut. Maintenant, il s'agit d'aller vendre. Ce n'est pas du tout une question de temps. Les gens qui se disent, OK, c'est une question de temps avant que ça fonctionne, là, je suis sûr que ça va marcher d'ici quelques mois. Je les retrouve 6 mois après, il n'y a rien qu'à bouger. On attend encore 6 mois après, il n'y a rien qu'à bouger. Et l'entreprise, elle décolle jamais jusqu'à ce qu'on devienne salarié obligatoirement. Pourquoi? Parce que c'est pas une question de temps. Le fait de penser que c'est une question de temps, c'est vraiment se dire, ça fonctionne de bouche à oreille. Si jamais j'ai un client, j'ai dans l'espoir que ce client me rapporte des personnes. Sauf que il y a tellement de conditions pour que des clients te rapportent d'autres clients qu'en fait, ça arrive pratiquement jamais. Il faudrait avoir des centaines de clients pour obtenir quelques clients pour toi. Par exemple, si jamais ils font la promotion de ce que tu fais à des personnes, il faut que les gens, ils intègrent que tu es quand même une référence. Une fois qu'ils intègrent que tu es une référence, il faut qu'ils aient vraiment envie de venir te voir. Une fois qu'ils aient envie de te voir, il faut qu'ils prennent un appel avec toi. Une fois qu'ils ont pris l'appel avec toi, il faut qu'ils soient convaincus par toi. En fait, il y a tellement d'étapes que le bouche à oreille, c'est pas aussi facile que ça, c'est pas si magique que ça. Donc, c'est pas une question de temps, c'est une question d'action, de réussir à donner confiance à vos clients, de réussir à être en proximité avec eux, etc., qui va faire décoller votre entreprise. Ce n'est pas non plus une question de pouvoir d'achat de vos clients. À chaque fois que ça fonctionne plus, j'entends, c'est la guerre, je ne sais où. Là, c'est la politique qui fait je ne sais quoi. Les gens, ils ont plus d'argent, ils coffrent ça. C'est faux. Sinon, tout le monde s'arrêterait. Et ben, ça continue d'être perçu comme ça. C'est pas une ressource, c'est pas un problème extérieur, c'est vraiment un autosabotage qui vous empêche d'avancer. Pour expliquer peut-être un petit peu plus précisément, juste un instant, comment ça fonctionne, votre cerveau, il va, par rapport aux informations que vous avez dans votre environnement, il va filtrer ces informations. Il va y avoir des filtres de spécificité, il va sélectionner quelques éléments, il va distordre ces éléments, il va interpréter ce qu'il reçoit par rapport à ce qu'on avait dit comme programme que vous avez installé par rapport à votre vécu. À partir de ces interprétations, il va déclencher du coup des réponses, qu'elles soient au niveau de vos pensées, au niveau de vos émotions, et elle va créer des comportements automatiques d'autosabotage dont on vient de mettre tous les éléments en lumière. Ce qui peut amener des éléments comme ça. Avant le shift, on va être dans une réactivité automatique. C'est-à-dire que pour une situation lambda, exemple, on cherche à obtenir un nouveau client, la situation, c'est je vois quelqu'un sur Instagram qui correspond exactement à mon client idéal. Si jamais je suis sous l'emprise d'un mécanisme d'autosabotage, je vais penser qu'il va trouver ça bizarre si je le contacte. Je ne le connais pas, il va se dire que je cherche juste à vendre. On est un peu dans le mécanisme qu'on a vu tout à l'heure, sur la peur de déranger, sur la peur de passer pour un marchand de tapis, la peur de regarder les autres par rapport à ça, syndrome de l'imposteur aussi, enfin, il peut y avoir plusieurs éléments derrière. Donc, l'émotion qui va être générée avec cette pensée via mon cerveau, ça va être, je suis gêné, en fait, j'ai peur du rejet, je me sens inconfortable dans le fait d'aller lui parler, en fait. Donc, le comportement que je vais avoir, qui vient de cet élément-là, ça va être, je ferme l'application et je vais scroller à la place. Ou alors, je me dis que je le ferai plus tard. Et je reviens jamais là-dessus. Le résultat, c'est que mon client potentiel, en fait, je ne l'ai jamais eu. Et ça se répète, ça se répète, ça se répète. Alors qu'à partir du moment où on fait le shift, on n'est plus sous l'emprise de nos autosabotages, on est en confiance en soi, on est légitime, on se sent bien, on passe à l'action. Pour la même situation, je vois quelqu'un sur Instagram qui correspond à mon client, je me dis, cette personne, elle a exactement le problème que je peux l'aider à résoudre. Je vais lui écrire, ça va, parce que si je lui écris pas, ça va lui faire du tort, en fait. Ce serait égoïste de ne pas lui écrire.
Donc, qu'est-ce que j'ai en moi? J'ai de l'envie d'y aller, j'ai de la légitimité, j'ai de l'élan, donc j'y vais. Le comportement, c'est j'envoie un message simple, humain, authentique, je reste naturel, je suis moi-même, et là, la conversation s'ouvre. Et parfois, ça peut devenir un client, parfois, ça peut pas devenir un client, ça reste une connexion. Mais quoi qu'il en soit, j'ai passé le cap qui va m'amener vers un client. C'est un exemple, mais ça se retranscrit sur tout dans votre business. Donc, si vous êtes sujet à des autosabotages, il faut changer ça parce que sinon, c'est ce qui vous empêche de croître. Donc, votre cerveau n'est pas figé. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a de la neuroplasticité, c'est-à-dire que c'est la capacité du cerveau à créer des nouveaux circuits neuronaux, à réintégrer des nouveaux programmes par-dessus les anciens. Donc, tout ce qui était obsolète, ça peut être reprogrammé aujourd'hui à partir de l'identité que vous voulez vous construire. C'est un peu ce que je vous ai expliqué dans ma présentation par rapport au shift. Avant, j'étais dans un milieu, on va dire, défavorisé, et donc c'était ma norme. J'ai compris que pour pouvoir m'extraire de ça, il fallait que je devienne quelqu'un totalement différent, qui a des façons de penser différentes, des émotions différentes en face de l'argent. Donc, j'ai travaillé mes croyances à l'argent, j'ai travaillé plein de choses par rapport à ça. Quand je suis devenu coach, thérapeute, pareil. Je suis devenu une autre personne. Quand je suis devenu entrepreneur, pareil. J'ai changé, j'ai reprogrammé mon cerveau, mes pensées, mes émotions, mes comportements pour atteindre les objectifs que je voulais atteindre. Et c'est exactement ce dont vous avez besoin, de vivre ce shift identitaire. Donc, voyez votre cerveau comme un espèce de système d'exploitation, genre un espèce de Windows 95, qui est obsolète aujourd'hui. Et il avait été configuré comme ça par rapport à une ancienne version de vous qui était nécessaire de vivre comme ça pour que votre vie paraisse meilleure à ce moment-là. Sauf que c'est aujourd'hui ce qui vous empêche de passer le cap. C'est ce qui vous fait stagner. Vous êtes dans ce plafond de verre parce que vous êtes dans cette ancienne version. Et donc, il va falloir construire votre nouvelle version de vous. Ça ne veut pas dire devenir quelqu'un de différent. Ça veut dire être vous dans votre évolution, en fait. Donc, vous avez besoin de mettre à jour votre système. Et c'est ça qu'on appelle opérer un shift identitaire, que j'appelle ça comme ça, moi. Maintenant, je peux vous expliquer comment je travaille avec mes coachés. Aujourd'hui, je propose du coup un accompagnement individuel de 5 mois pour opérer justement votre shift identitaire. Vecteur du coup d'alignement, de croissance et d'épanouissement. Et pour les personnes que ça peut intéresser, je vais mettre le lien dans le chat tout de suite. Comme ça, pour les personnes qui veulent opérer ce shift identitaire, sortir de ces autosabotages, aller vers plus de confiance, de légitimité et donc de résultats dans votre business, c'est parti. Comment ça se passe? Étape 1, on va scanner votre système actuel, on va dire. On va aller analyser ce Windows 95, on va aller regarder quelle est votre situation. Quel est votre schéma de pensée? Comment vous vous sentez par rapport à ça? Vous allez découvrir vos schémas de comportement, vos schémas de fonctionnement. Vous allez mettre le doigt sur ce qui freine inconsciemment. Vous allez arrêter de tourner en rond et on va mettre le focus, la clarté sur quoi on va travailler. Ensuite, vous allez pouvoir définir vos objectifs. Qui est-ce que tu veux devenir? C'est quoi la nouvelle identité que tu veux te construire? Où est-ce que tu veux aller? Comment, pourquoi? Vraiment ces éléments-là. Et surtout, qu'est-ce que tu as besoin de lâcher, de laisser derrière toi pour pouvoir atteindre la nouvelle personne que tu veux devenir, pour opérer ce shift. Et ensuite, on peut élaborer votre plan d'action sur mesure. On élabore ça ensemble, évidemment. L'étape numéro 2, ça va aller vite, il n'y a que 3 étapes. Étape numéro 2, le déconditionnement. Comme on le voit depuis le début, vous avez besoin de dégommer les blocages un par un pour libérer votre croissance. On va aller travailler l'argent, les valeurs, le mérite, la légitimité, toutes les croyances que vous pouvez avoir en off, là, qui vous limitent, qui vous empêchent d'aller vers ce que vous voulez. Vous allez du coup vous libérer de ce poids par rapport à ça. Et derrière, il y a toujours du passage à l'action parce qu'on a dit que c'était l'ingrédient numéro 1. Donc, vous allez vous autoriser à poser une véritable ambition, celle que vous voulez, peu importe laquelle d'ailleurs, et y aller pleinement à votre rythme pour rester aligné, évidemment. Mais il y a du déconditionnement. Ce qui nous amène à aller vers de la reprogrammation complète. On reconstruit notre identité à partir de qui on veut devenir et pas de qui on était auparavant. Ça change tout. Et donc, vous allez renforcer progressivement votre identité entrepreneuriale à partir de l'alignement, de la clarté, de l'action, de l'équilibre de vie que vous allez vous construire, en fait. Et donc, c'est pas quelque chose un masque social en tant que tel, c'est quelque chose de solide. C'est quelque chose qui vous permet d'être en assurance, d'être affirmé par rapport à ça et d'aller atteindre vos objectifs. Et donc, derrière, il y a forcément du passage à l'action direct. Donc, redirigez vos ressources vers les actions à fort impact. Et c'est là la différence entre la procrastination active qui vous pousse vers des petites actions qui sont pas nécessaires, alors que les actions à fort impact, ça va être des actions game changer pour votre business qui vont vous apporter tout de suite de la clientèle, qui vont vous apporter tout de suite de la crédibilité, qui vont servir vos clients en termes de confiance, en termes d'opportunité de bosser avec vous. Et c'est sur ça qu'on va mettre l'accent.
C'est ça qui fera avancer votre business. Ok, qu'est-ce que ça va t'apporter concrètement? En fait, ça dépend de tes objectifs, ce que ça va t'apporter. Car je t'aide du coup à dégommer tous les blocages qui t'empêchent de les atteindre. Donc derrière, il y a quand même forcément, je l'ai mal mis, de l'alignement, de la clarté, de l'action, de l'équilibre, parce que c'est ça qui amène la croissance. On a vu. Et de l'enthousiasme, évidemment, pour développer ça encore plus. Voici quelques exemples. Peut-être qu'aujourd'hui, tu veux oser te montrer plus, trouver ta zone de génie, vendre. Et je voudrais te partager, du coup, les quelques secondes de Aurélie. Quels sont les 3 résultats concrets, bénéfices majeurs, on pourrait dire, que tu as obtenus grâce à l'accompagnement? Alors, le premier bénéfice majeur, Vous c'est entendez? d'oser, oser me mettre en avant, oser donner mes idées. Deuxième bénéfice, c'est trouver ma cible, ma Merci, niche, Gab. ma zone de génie, le truc où je suis bonne, quoi. Parce que du coup, quand t'as trouvé, après, t'as plein d'estime personnelle, t'as le boost, quoi. Et le troisième, c'est de comprendre une méthode, quoi. Comprendre comment vend maintenant, comment ça fonctionne, quel discours qu'il faut avoir. Hyper important. Retrouvez votre zone de génie, votre alignement, osez vous montrer, osez vendre. Parce que vous êtes légitime dans le sens où les gens ont besoin de vous. S'ils viennent pas vous voir vous, soit ils prennent des fausses solutions, des mauvaises solutions et ça va les desservir, soit ils ont besoin de vous, donc il faut vous montrer par rapport à ça. Autre élément, vous pouvez aussi augmenter le tarif de votre offre. Voici ce que Julie dit là-dessus. Ton offre, elle valait combien et elle vaut combien maintenant? Au tout début, j'étais à 300. Nous, on a démarré ensemble sur un palier de 600. Je suis montée au palier de 900 et tu me très vite fait monter au palier de 1003. Julie, elle avait une offre qui était à 300 € à la base, qu'elle a passé à 600, puis jusqu'à 1300 €. Et en fait, elle a toujours trouvé des clients. Et plus elle augmentait, plus elle trouvait aussi des clients. Donc, c'est possible pour vous d'augmenter. Si c'est ça votre levier de croissance numéro 1 aujourd'hui, il faut aller chercher ça. Moi, j'avais peur d'aller vers les gens, j'avais peur de vendre. Et maintenant, je n'ai plus peur de vendre parce que je le considère pas comme une vente. Ce sont des discussions très intéressantes. Ça, c'est magnifique, au fait. Donc, pour moi, j'ai déjà tout gagné parce que j'ai une offre et j'ose aller vers les gens, j'ose les écouter, raconter. Et ce sont des dialogues magnifiques. La personne qui commence vendredi, rien que déjà, la personne est passionnante aussi. Et donc c'est très, très chouette. C'est incroyable. C'est ça qui est intéressant aussi dans le shift, c'est que vous n'allez pas forcément agir sur l'extérieur, sur il faut que je change ci, que je change ça sur mon offre. Non, vous allez changer votre propre perception de vous-même, votre propre perception de vos clients, de la valeur que vous apportez vous-même à vos clients. Et en fait, le switch s'opère. L'envie de vendre, elle est là parce que on sent que c'est gagnant, gagnant, gagnant pour tout le monde. Et en fait, tout devient naturel, en fait. Autre exemple sur augmenter ton impact. Je crois que j'approche les x2 en termes de CA. Donc là, non seulement je vis bien de mon activité, mais en plus de ça, j'ai de la trésor pour réinvestir dans mon business. Donc ça veut dire pour mener à bien d'autres projets. Et en termes d'objectifs de nombre de patients, dans mon accompagnement de groupe, j'ai fait plus 40%. Et dans mon accompagnement individuel, ouais, je crois que j'ai fait x2. Donc, ouais, non, c'est énorme. C'est énorme. Et clairement, il y avait une part de moi, c'était un blocage aussi que je me mettais de la peur d'atteindre des objectifs de dingue. Eh ben, ces objectifs de dingue, j'y suis là maintenant et au final, ça fait pas si peur que ça. Donc, c'est cool. Donc, si vous aussi, vous avez envie d'augmenter votre impact, ça passe par le fait de déconstruire les autosabotages, les mécanismes comme ça, pour aller chercher de la croissance. Donc, au-delà de le faire pour vous, c'est aussi pour les gens que vous allez impacter en tant que tel. Moi, je sais que c'est ce qui me drive à aller chercher plus en restant évidemment dans mon équilibre de vie. Autre exemple, pour vous donner des idées un peu, la clarté, de l'alignement, de la liberté. Je me sens libre, je me sens beaucoup plus confiant, je me sens transformé, motivé pour continuer de croître et de faire croître l'activité. Est-ce que tu peux nous dire quels ont été les 3 bénéfices que tu as obtenus concrètement? D'avoir eu des clients, donc des patients. Donc j'en ai eu, je pense, une dizaine de plus avec toi. J'ai concrètement une offre bien claire, bien détaillée, qui est en forme. J'accompagne des personnes et donc du coup, j'ai des revenus qui me permettent de vivre de mon activité. Génial. Et donc maintenant, tu voyages. Bon, là, je suis en voyage autour de la France, oui. Génial. La clé avec Hugo, c'était l'action, l'action, l'action pour co-construire son offre avec ses premiers coachés. Et ça a tout débloqué par rapport à ça.
Ensuite, multiplie ton CA. Si c'est ça ton objectif, voici un partage de Roman. Ton C'est le CA, dernier. c'était 2500 euros par mois et ton CA visé, c'était de passer à 10 700 par mois avec 24 patientes. Si je prends de janvier à fin mars, parce que du coup mon entreprise était déjà lancée un peu mieux, on va dire, j'étais à 3000 Ouais. contre avril à maintenant 9500. Donc en fait j'ai fait x3. Bah, bravo. Bravo parce que t'as tout mis en place malgré ton manque de temps. Oui, Véro, exactement. J'ai plusieurs Belges. Et c'est vrai que j'ai passé deux personnes qui étaient belges. T'as reconnu à l'accent? Ah, excellent. Moi, je me rendais même pas compte à l'accent. Ok, donc voilà. Si vous avez envie de bosser avec moi parce que vous avez envie d'opérer votre chiffre identitaire pour aller chercher justement de la croissance, peu importe l'objectif que vous avez derrière, je vous invite à prendre rendez-vous dans ce lien. Et comment est-ce que ça marche exactement? Comment on va avancer ensemble? En fait, ça va être 5 mois de séances de coaching individuel toutes les 2 semaines. Et entre les séances, il y a un suivi WhatsApp complet. Je vous porte, je suis avec vous pendant ces éléments. Vous allez avoir accès à moi, évidemment, pour avancer. On va débloquer tous les éléments, comme on a vu, qui vous bloquent aujourd'hui, pour aller chercher de la croissance par rapport à ça. Et pour les personnes qui voudraient être rassurées, pour qui il manque certaines, on va dire, compétences entrepreneuriales, vous pouvez avoir accès aussi en bonus à ma plateforme pédagogique qui donne accès sur des éléments comme le positionnement, le client idéal en tant que tel, la création d'une offre, le fait de vendre, une stratégie d'acquisition sur les réseaux sociaux, etc. C'est un bonus, c'est pas l'essentiel. Les gens viennent chez moi pour l'accompagnement parce que c'est l'accompagnement qui fait le chiffre identitaire dont vous avez besoin pour passer votre palier de croissance. Mais si jamais il y a des personnes qui le veulent en plus, je peux offrir un accès par rapport à ça. En tout cas, pour aujourd'hui, ça va être terminé bientôt. Si vous avez envie de travailler avec moi, je vous invite à réserver le lien ou à me poser des questions sur Instagram en tant que tel. Et voilà, dites-moi, est-ce que vous avez des questions? On peut ouvrir le micro? Ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est plus facile. C'est très bien et ton énergie est très chouette. Euh, Comme moi, j'ai un peu tendance à me disperser, je suis déjà 2 formations et donc c'est vraiment dommage parce que voilà, parce que le feeling passe bien, l'énergie est là et qu'il y a quelque chose d'authentique, je trouve, dans ce que tu partages. Et en plus de ça, il y a plusieurs choses que je devrais dégommer, mais ça ferait une formation en plus. Donc c'est juste là pour l'instant pas le bon moment pour moi, mais peut-être plus tard. C'est pas encore le bon moment. Eh ben, n'hésite pas à garder le lien sur Instagram parce que je sais que quoi qu'il en soit, les personnes qui viennent me voir sont des personnes qui sont parties faire des formations business, accompagnement business, formation, etc. et qui débunkent pas, enfin, qui opèrent pas le chiffre identitaire. Donc, quoi qu'il en soit, on revient chez moi après. Je sais que je prends toutes les personnes qui arrivent après. Donc, gardons le contact si tu veux, Véro. Oui, oui, avec plaisir en tout cas. Et merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. Super intéressant. Trop bien. Bah, merci pour ton retour, ça fait très plaisir. Si jamais il y a d'autres personnes qui veulent me poser des questions, vouloir accès à moi sur Instagram, etc., n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je réponds tout le temps. Je suis tout le temps à fond là-dessus. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci d'avoir été là, c'est trop cool. J'envoie de l'énergie par rapport à ça. Je vous ai vu aussi dans les caméras, ça me plaît. Donc, à bientôt.